Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le chef de l'État a présidé les travaux de la 17e séance du Conseil des ministres en ce mardi. Aux nouvelles mondiales, le bilan grimpe à plus de 43 000 morts à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans les titres, ce mardi 29 octobre 2024, le chef de l'État a présidé les travaux du 17e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. On écoute le rapport avec le porte-parole du gouvernement par intérim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce matin, 29 octobre 2024, la 17e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Les 4 premières questions à l'ordre du jour portaient sur l'approbation des comptes financiers d'entités publiques et s'inscrivent dans la transparence et la responsabilité des entités publiques. En approuvant et en publiant ces comptes, la puissance publique s'assure que les deniers sont gérés de manière responsable et conforme aux normes financières en vigueur. Cette transparence financière fournit des données essentielles pour le suivi des performances financières, la planification budgétaire future et l'évaluation des objectifs opérationnels. Première question. Présidence de la République. Projet de loi portant approbation des comptes financiers 2023 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSSI. Les comptes financiers de l'ANSSI pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produit à 388 934 402 francs et en charge à 323 253 863 francs, avec un résultat excédentaire de 65 680 539 francs. Durant l'exercice 2023, l'ANSSI a mis en œuvre de nombreuses actions, à savoir 1. Le renforcement de l'infrastructure réseau et système de l'État. 2. L'extension du réseau intégré de l'État. 3. La modernisation des préfectures à Djibouti-Ville et dans l'ensemble de nos régions. 4. L'appui à la rationalisation des systèmes informatiques de la chaîne des dépenses publiques. 5. Le déploiement de la solution pour la commande publique. L'ANSSI a aussi procédé au déploiement du portail du projet phare IJO. Elle a également appuyé des institutions publiques dans la dématérialisation des archives et a œuvré sur la sensibilisation des administrations, de nos populations, de nos enfants quant aux risques et méfaits des menaces sur l'Internet. L'ANSSI a également procédé au lancement du CERT. Question ministère de la Santé. Projet de loi approuvant les rapports financiers de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels, CAM, pour l'année 2023. Les comptes financiers 2023 de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels sont arrêtés en produits à 1 942 853 262 francs et en charge à 1 701 141 201 francs, avec un résultat net de 241 712 061 francs. En 2023, la CAM a initié avec l'appui du ministère la mise en place de la politique pharmaceutique nationale et la stratégie d'approvisionnement ainsi que la réalisation de plusieurs formations pour le renforcement des capacités. Elle a également réalisé un certain nombre de projets, à savoir la mise en place d'un système de gestion dans 15 structures de soins connectées directement à la CAM, le lancement du projet One Time Delivery, la mise en norme des stocks avec la souscription d'une assurance et enfin la mise en place d'un système de gestion
commercial et comptable sage. Troisième question, ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2022 de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Les comptes financiers pour l'exercice 2022 de la CNSS sont arrêtés en produit à 37 796 799 117 francs et en charge à 33 350 961 220 francs, avec un résultat excédentaire à 445 837 807 francs, avec une augmentation de 22,6% par rapport à l'exercice 2021. La CNSS a réalisé des investissements de l'ordre de 4 milliards de francs en 2022 en acquisition de logiciels et licences, en data center, en construction, en matériel de bureau et informatique. Près de 3,4 millions de francs de Djibouti concernent les immobilisations en cours, notamment la construction du nouveau hôpital et 222 millions de francs de matériel médical. Quatrième question, projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2023 de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle, ANEFIP. Les comptes financiers 2023 de l'ANEFIP sont arrêtés en produit à 424 726 717 francs et en charge à 457 501 210. Dans ce rapport, nombreux autres projets ont été lus et approuvés. Poursuivons la suite de ce rapport, toujours avec le porte-parole du gouvernement par intérim. Cinquième question, ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Projet d'arrêté portant création et composition du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre du projet de développement et de production de l'hydrogène vert à Obok, Moulouhlechor Angar. Le projet de développement de l'hydrogène vert se sont accélérés au cours des 5 dernières années, comme un pilier important de la nécessaire transformation du système énergétique international et de la carbonisation des secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Conscient des enjeux socio-économiques liés au développement d'un tel produit et pour bien se positionner dès à présent sur ce marché porteur, le gouvernement a donc décidé d'accorder la place de choix au développement de la production d'hydrogène vert dans notre pays, et ceci conformément et à la vision présidentielle Djibouti 2035. S'inscrivant pleinement dans cette dynamique, le gouvernement et la société américaine CWP Global ont signé en décembre 2022 un protocole d'accord pour développer un projet d'envergure de production de l'hydrogène vert. Ce projet structurant comprendra à terme la construction et l'exploitation d'une installation de production d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert de 5 à 10 gigawatts dans la région d'Obok. Il sera le premier du genre en Afrique, ouvrant ainsi la porte à une nouvelle opportunité industrielle verte importante pour notre pays. Ce projet d'arrêté a pour objet la création, la composition et le fonctionnement du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre du projet de développement et de production de l'hydrogène vert à Obok. Ce comité, regroupant les institutions concernées, aura pour mission de s'enquérir de l'état d'avancement du projet, de discuter des difficultés, des contraintes et des problèmes rencontrés en vue d'apporter des solutions concrètes, idoines et de prendre toutes les dispositions nécessaires. L'adoption de ce projet permet la réalisation
du projet de développement d'énergie renouvelable à grande échelle dans notre pays. 6e question, ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications. Projet d'arrêté portant création et organisation et fonctionnement du comité de pilotage du projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Est, IRDIP. Le gouvernement de la République de Djibouti, avec l'appui de la Banque mondiale, a initié un produit intitulé Projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Est, dénommé IRDIP, et exécuté par le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications. Ce projet vise à accorder la connectivité haut débit transfrontalière ainsi que le flux de données et le commerce numérique dans la région de l'Afrique de l'Est. Ce projet vise spécifiquement à faire progresser l'intégration du marché numérique dans la région de l'Afrique de l'Est en améliorant l'accès abordable à la connectivité régionale à large bande, en renforçant l'environnement favorable et la convergence des politiques pour le commerce numérique et le flux des données transfrontalières, en développant des compétences numériques. Pour sa mise en œuvre effective, le projet d'arrêté a pour objet la création d'un comité de pilotage chargé de superviser et de coordonner l'ensemble des activités du projet, d'accompagner et d'évaluer l'avancement et de suivre les interventions des principaux acteurs impliqués. La mise en place de cet organe vise à assurer une gestion efficiente du projet et une bonne coordination des intervenants en vue de faciliter son exécution. Ministère de la Jeunesse et de la Culture, 7e question, projet d'arrêté portant création du comité technique du mémorial de la paix d'Arta. Il faut rappeler que la conférence d'Arta, sous l'égide de son Excellence le Président de la République Ismaël Omar Guelleh, fut un événement historique qui a contribué à la renaissance de l'État somalien. La République de Djibouti et, à travers elle, la ville d'Arta et ses habitants ont joué un rôle central en accueillant avec générosité les délégations somaliennes, favorisant ainsi la création d'un esprit de solidarité et de fraternité entre le peuple djiboutien et le peuple somalien. Ce mémorial, qui sera inauguré en fin 2024, représente plus qu'un édifice. Il constitue un hommage aux efforts déployés par notre population, nos politiques, lors de la conférence d'Arta en l'an 2000, qui a marqué un tournant décisif dans la réconciliation somalienne. Il a également pour objectif d'éduquer et sensibiliser les générations futures à l'importance de la paix et de la solidarité entre les peuples de notre région. À ce titre, il est institué un comité technique dans le cadre de la création du mémorial de la paix d'Arta, une initiative d'envergure nationale, régionale et internationale. Cet organe composé, qui a pour mission principale la collecte des archives relatives à la conférence d'Arta, la mise en place des collectes et la scénarisation d'un parcours muséal. Ce comité regroupe des représentants d'institutions publiques, académiques et médiatiques, offrant ainsi une expertise diversifiée pour mener à bien les missions du mémorial. Ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, 8e question, projet de décret portant nomination. Sont nommés au ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, M. Saïd Khairé Youssouf,
est confirmé dans ses fonctions de directeur de l'hydraulique rurale. M. Saleh Daoud Saleh est nommé conseiller technique du ministre de l'Agriculture. M. Mustafa Hassan Ahmed est nommé conseiller technique du ministre de l'Agriculture. Au ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Gaïd Hassan Elmi est nommé conseiller technique du ministre de la Jeunesse et de la Culture. M. Omar Mohamed Elmi est nommé conseiller technique du ministre de la Jeunesse et de la Culture. Au ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Nagat Hussein Mohamed est nommée conseillère technique du ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Mme Mouna Aboubakar Saddiq Abdillahi est nommée directrice des études et prospection. Enfin, un certain nombre de communications ont été présentées, à commencer par le ministre du Budget, qui a fait son rapport sur sa participation aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI, qui s'est tenue du 21 au 27 octobre 2024 à Washington. Lors de ces assemblées annuelles, Djibouti s'est démarqué par son rôle central en matière de stabilité dans la région de l'Afrique de l'Est. Les principales discussions des réunions de printemps ont porté essentiellement sur la réforme des secteurs de l'énergie et des communications et des télécommunications, la gestion budgétaire et réformes associées, la mobilisation des ressources et gestion de la dette, notamment les PPA et le revue du PND et l'agenda de coordination des bailleurs de fonds. Ainsi, la participation de la forte délégation djiboutienne aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale témoigne de la détermination de notre pays à renforcer ses relations internationales et promouvoir son rôle en tant qu'acteur clé dans le paysage économique régional. Le ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait également une communication sur la Semaine nationale de l'unité et de la cohésion sociale, Fest Unité 2024. Elle a souligné que le Fest Unité a été placé cette année sous le thème « Dialogue intergénérationnel », préserver et transmettre la culture de l'unité aux jeunes générations. Cet événement s'est déroulé du 29 septembre au 4 octobre 2024 sur l'ensemble du territoire djiboutien et vise à valoriser le dialogue entre générations et à sensibiliser à la sauvegarde et à la transmission de l'unité comme valeur républicaine. Il s'agissait d'offrir aux jeunes une plateforme de rencontre et d'échange pour s'approprier ces valeurs à travers notamment des débats et des animations. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a fait également un rapport sur le projet d'envergure de développement et de production de l'hydrogène vert qui sera basé dans la région d'Obok, à Moulouhlé plus précisément. Ce projet est dénommé Hayou Green Hydrogen Hub. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne de la vision Djibouti 2035 du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, relatif à l'exploitation de notre fort potentiel en énergie renouvelable et de l'hydrogène vert qui en résultera. Le ministre mentionne que ce projet permettra de placer Djibouti à l'avant-garde de l'effort mondial de décarbonisation. Le secrétaire général du gouvernement a fait une communication sur la 3e édition de la Semaine nationale de la cybersécurité qui s'est tenue du 27 octobre au 31 octobre 2024 à Djibouti. Il a souligné que cet événement a réuni plusieurs acteurs, notamment
des représentants des administrations, des entreprises publiques, organisations internationales, de la société civile, des forces de l'ordre, des experts nationaux, voire internationaux, qui ont abordé divers aspects de la cybersécurité à travers des conférences, des ateliers et des tables rondes. Il a mentionné que lors de cet événement, que l'ANSSI a lancé le coup d'envoi du livret intitulé « Licence Internet pour les enfants », en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de la Femme et de la Famille. Cette licence Internet constitue un programme éducatif visant à responsabiliser les enfants et sensibiliser les parents, favorisant une utilisation d'Internet plus consciente, plus sécurisée et plus responsable. Elle constitue une étape de la prévention contre le cyberharcèlement, mettant l'accent sur l'acquisition des bonnes pratiques en ligne et une utilisation plus saine des réseaux sociaux auxquels sont exposés nos enfants. D'autre part, et pour répondre efficacement aux défis de la cybercriminalité, il a aussi informé sur la présentation d'une plateforme prototype CyberSafe conçue par l'ANSSI avec la collaboration du ministère de la Femme, la police nationale et la gendarmerie. Cette plateforme, une fois validée par les autorités publiques, visera à fournir à tous les citoyens un moyen rapide et sécurisé de signaler des contenus inappropriés ou illégaux, renforçant ainsi les efforts de protection des utilisateurs contre les menaces numériques telles que le cyberharcèlement et les intimidations en ligne, l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, les menaces et extorsions en ligne, les incitations à la discrimination ou à la haine, les escroqueries en ligne et les injures ou diffamations en ligne. Enfin, il a indiqué l'enjeu principal de la Semaine nationale de la cybersécurité est de sensibiliser les parents, sensibiliser notre jeunesse, le grand public, le pouvoir public, la société civile, mais aussi éduquer les jeunes générations et de former les professionnels aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Merci. Le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a accueilli hier à la primature M. Arsenio Antonio, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale. Les détails avec M. Samatar. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a accueilli hier à la primature M. Arsenio Antonio Dominguez Velasco, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale. Cette rencontre s'est tenue en présence du ministre des Transports et de l'Infrastructure, Hassan Mohamed Ibrahim, du directeur des affaires maritimes, Al-Mirah Sheikh Daoud. Les échanges ont porté sur des enjeux de renforcement des mesures de sécurité maritime, la formation de personnel qualifié et la promotion d'une coopération régionale pour garantir la sûreté des eaux djiboutiennes et la protection des routes maritimes et le développement des compétences techniques et de formation en partenariat avec l'OMI et a été au cœur des discussions. Les initiatives de l'OMI pour la protection de l'écosystème marin ont également été abordées. Les parties ont examiné des stratégies visant à prévenir les déversements de pétrole, gérer les déchets marins et à renforcer les infrastructures pour mieux faire face aux risques des marées noires. Le Premier ministre a exprimé l'importance pour Djibouti de contenir les polluants avant qu'il atteigne les côtes et a sollicité l'OMI pour lutter contre la pollution maritime ainsi que les formes d'assistance possibles de l'organisation dans ce domaine. M. Dominguez Velasco a souligné l'importance stratégique de la position maritime de Djibouti pour l'OMI en insistant sur le besoin de sécuriser cet emplacement afin de formaliser des partenariats et d'optimiser la coordination de l'OMI. Prévoit de renforcer ses relations avec les organismes présents sur le territoire djiboutien, tout en intégrant des problématiques émergentes telles que l'immigration dans la région de la mer Rouge, un enjeu croissant nécessitant
et une meilleure assistance en matière d'équipement et de coordination. Aussi, l'OMI a exprimé son souhait de collecter des données et des statistiques sur l'immigration dans la région afin de mobiliser du financement et de démontrer aux donateurs l'importance de la coordination pour la sécurité maritime. Cette initiative pourrait aider à relever les défis logistiques liés à la sûreté régionale et accroître la visibilité des investissements internationaux dans le domaine. L'organisation a également abordé la question des otages du navire Galaxy Leader. L'équipage est détenu depuis plus d'1 an et a demandé le soutien de Djibouti pour une médiation diplomatique en vue de leur libération. Enfin, en partenariat avec l'Union européenne, l'OMI prévoit la mise en place d'un centre de formation dédié aux gardes-côtes égyptiens, le renforcement du code de conduite pour la sécurité maritime et l'étude des faisabilités pour l'établissement d'une académie maritime à Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale de Djibouti, son Excellence M. Dilleita Mohamed Dilleita, a entamé une visite officielle de 4 jours en Somalie sur invitation de son homologue et frère, le président du Parlement fédéral de la Somalie, son Excellence Cheikh Aden Mohamed Nour Madobe. À son arrivée à l'aéroport de Aden Abdullahi Aden Adi de Mogadiscio, il a été chaleureusement accueilli sous les chants et danses folkloriques en présence de nombreux parlementaires et autres personnalités éminentes de la capitale de la Somalie. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays et fait suite à la visite de coopération et d'amitié qu'avait effectué le président Cheikh Aden Mohamed Nour en République de Djibouti en mai dernier. Le président de l'État était accompagné d'une importante délégation composée de députés, notamment des membres du bureau de l'Assemblée nationale et des membres du groupe d'amitié parlementaire djibouto-somalien, à savoir les honorables Seleban Daher Bile, M. Djibril Abdullahi Migane, Mme Hubah Abdullahi Aïcha Mohamed, M. Ahmed Hassan, Abdou Issa Boulale, Abdurrahman Mohamed Alale, Hussein Mohamed Ali, ainsi que le secrétaire général de l'ambassadeur Ismaël Goulel Boudine. En marge de sa participation à la 15e édition des Millipol Qatar, le salon de la sécurité intérieure et de la protection civile s'est déroulé sous le thème la technologie au service de la sécurité qui se tient du 29 au 31 octobre 2024 sous les auspices de l'émir du Qatar, son Altesse le Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, accompagné par son Excellence ambassadeur Daïb Bedroble, ambassadeur de Djibouti au Qatar, s'est entretenu avec le ministre d'État aux Affaires intérieures, le Cheikh Abdelaziz Ben Faisal Al Thani. Cet entretien chaleureux a été l'occasion de discuter de voies et moyens d'élargir la coopération entre les deux pays et plus particulièrement dans le domaine de la coopération existante entre les deux institutions de police. Les deux ministres se sont engagés à renforcer leur partenariat en partageant leur expérience en matière de renforcement des capacités des forces de police et de protection civile, du renseignement et de l'information, de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, de la formation et de gestion de l'immigration, contribuant ainsi à la sauvegarde et au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les deux pays. Ils ont également convenu d'accroître les échanges de délégations et d'experts dans divers domaines entre les deux ministères. Le ministre et sa délégation ont aussi effectué une visite au sein de l'Académie de police du Qatar où il a pu s'enquérir de visu les enseignements de haute qualité dispensés qui sont aux normes académiques et professionnelles internationales les plus élevées pour servir les agents de sécurité locale et régionale. Autre actualité de ce journal, ce dimanche 27 octobre 2024, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et son Excellence Mme Dana, ambassadrice de France à Djibouti, ont procédé à la signature d'une convention. Le reportage avec Fardous.
Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et l'ambassadrice de France à Djibouti ont procédé à la signature d'une convention portant sur le renforcement de la mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles à Djibouti. En effet, cette convention se veut un continuum école excellence et les classes préparatoires aux grandes écoles. Le ministre a chaleureusement remercié l'ambassadrice pour son accompagnement dans le renforcement des capacités constitue une excellence académique. Ce projet permettra, entre autres, de mettre en place un cadre juridique pour ces écoles, d'équiper les laboratoires de physique-chimie et les sciences de la vie et de la terre. Toujours dans le cadre de cette convention, la formation des professeurs sera sensiblement améliorée. Nous pourrons également signer des conventions avec les universités et les grandes écoles en France pour que nos jeunes puissent passer des épreuves et des concours à domicile, a noté le ministre. Quant à l'ambassadrice, elle a salué l'engagement et la performance du MINFOP dans la mise en œuvre des activités structurantes au ministère qui constituent une source d'inspiration pour son ambassade, a-t-elle indiqué. C'est dans le cadre de la campagne de soutien à la candidature de M. Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine que la ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, son Excellence Mme Amina Abdi Aden, s'est rendue au Zimbabwe pour une visite de 48 heures. Au cours de ses séjours à Harare, elle a été reçue le lundi 28 octobre 2024 par le président de la République, son Excellence M. Emerson. Lors de cette rencontre, Mme Amina Abdi Aden a transmis un message du président de la République de Djibouti, son Excellence Al-Hadj Ismaël Marguerite, à son homologue de Zimbabwe. Le président Emerson et la ministre Amina Abdi Aden ont échangé sur les priorités du programme du candidat djiboutien et sur les relations bilatérales entre les deux pays. Conduite par l'honorable député Ibrahim Ahmed Abdou, la délégation parlementaire djiboutienne a pris activement part aux travaux du Parlement arabe qui se sont déroulés au siège de la Ligue arabe au Caire du 25 au 29 octobre 2024. Cette rencontre a vu également la participation des députés Abdou Kamel Mohamed, Mahmoud Hassan Farah et Ali Zaid Ahmed et du conseiller aux affaires arabes Ali Hamdan Abdou. Face aux tensions très vives qui menacent de faire basculer le Moyen-Orient dans un embrasement généralisé, le Parlement arabe a consacré la première journée de travail à l'élection de son nouveau président pour pouvoir ainsi affronter les nombreux défis auxquels le monde se trouve confronté. Au matin de samedi dernier, une convention de jumelage a été paraphée par les présidents du conseil régional de deux régions en question, Ali Sabi et Obok, en présence du ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, et du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsam Diriye, du préfet d'Ali Sabi, M. Abdel Malik, et de celui d'Obok, Moussa Aden Migane, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Omar Ahmed Waïs, et le député Abdou Siki, et en présence de nombreux également citoyens d'Ali Sabi et Obok, issus de toutes les catégories sociales. Accueillis par des chants et des danses traditionnelles, les Obokois ont assisté à une projection sur le projet de développement mis en œuvre dans la région, dans le cadre du projet d'appui à la décentralisation aux initiatives locales, plus connu dans son acronyme ADIL, un programme qui a bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne et exécuté par Expertise France et mis en œuvre par le Conseil régional. À l'issue de cette présentation des réalisations du programme de développement régional, les officiels présents sur place ont annoncé des discours saluants et rendant un hommage solennel au rapprochement de ces deux régions. Au cours de leur séjour de 2 jours dans la région d'Obok, les Assadjoug ont été enthousiasmés par l'accueil fraternel et chaleureux de leurs compatriotes. À l'issue des interventions des uns et des autres, le président du conseil régional d'Ali Sabi, M. Shalmark Hassan Alal, et celui de la région de Hayou, Mohamed Ismail, ont signé la convention de jumelage de leurs deux régions respectives. À la fin de cet événement, les chefs coutumiers de ces deux régions se sont retrouvés dans la maison locale des sages pour la promotion du dialogue et du rapprochement des habitants des Obokois et des Assadjoug. Plaisir et une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui à Ali Sabi pour célébrer ces moments historiques, celui de notre jumelage. Votre présence ici symbolise non seulement un rapprochement entre nos régions, mais aussi un engagement commun en faveur d'un avenir partagé. Les journaux d'Ali Sabi. Nous avons pu organiser cette rencontre dans les meilleures conditions.
Je souhaite également exprimer ma gratitude au colonel de la garde-côte, au commandant du détachement de la gendarmerie d'Ali Sabié, au commandant du détachement de la police nationale d'Ali Sabié pour leur soutien indéfectible. Un remerciement tout en particulier va également au directeur de chemin de fer pour l'acheminement exceptionnel de la délégation de Dobok de la gare de Nagad à la gare d'Ali Sabié. Le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migane, s'est exprimé en ces termes. D'abord, tous nos remerciements au ministre de la décentralisation qui a pesé de tout son poids pour que ce projet ait lieu. Un grand remerciement aussi à Kaizen Company qui nous avons eu l'idée, mais qui a fait de cette idée une réalisation concrète. C'est grâce à Kaizen Company, vous les aidez. Merci. Soit les ministres, les préfets, les présidents, ils ont tous fait leur part. Ils ont rapproché les deux régions, ils ont jumelé les deux régions. Nous avons choisi 9 associations de chacun. Nous avons bien ciblé la société civile. Notre objectif, c'était d'aller voir Obok et de voir qu'est-ce qu'il y avait à Obok. Et Obok vient à Ali Sabié et de voir qu'est-ce qu'il y avait de plus à Ali Sabié. On n'est pas venu ici pour faire du tourisme, on est venu ici pour apprendre. On est venu ici pour travailler ensemble et mettre en place des projets communs. On écoute ensuite les dires du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsama Diri. Aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie de jumelage entre les deux magnifiques régions, Obok et Ali Sabié. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter chaleureusement la bienvenue à nos frères et sœurs de la région de Hayou, la ville historique, Ali Sabié, Magalan, Al-Hiba. Ce moment symbolique et empreint de fraternité marque une nouvelle étape dans la coopération, le développement et le renforcement des liens entre les deux régions pour le bien-être de tous leurs habitants. Nos deux régions, bien que géographiquement différentes, sont unies par une histoire et un destin commun, forgés par leur position stratégique dans les échanges commerciaux et culturels. Ce jumelage que nous célébrons aujourd'hui est bien plus qu'un partenariat. Il est le symbole de notre vision commune d'un développement qui repose sur la complémentarité, l'esprit de solidarité et la prospérité partagée. À travers ces jumelages, nous souhaitons promouvoir le partage, les vertus citoyennes et encourager des initiatives qui renforceront la capacité de nos populations, qu'il s'agisse de jeunes, de femmes, des entrepreneurs, des commerçants, des artisans ou des agriculteurs. Nous allons mettre en place des projets communs, comme il a dit le préfet des régions d'Obok, mais à la fois ancien préfet des régions d'Ali Sabié. Dans notre secteur clé, tel qu'un projet, tel que dans le domaine du tourisme, de l'artisanat, de la formation professionnelle, la promotion du commerce et le développement durable. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassem Haroun Ali, a félicité les acteurs clés de la réalisation de cette initiative. C'est un grand plaisir et une immense joie que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer un événement important et historique. Le jumelage entre les régions d'Ali Sabié et d'Obok, concrétisé par la signature de la convention du 12 octobre à Obok, est quelque chose de très important. Cet accord, fruit d'une réflexion commune et d'une volonté partagée, marque le début d'une nouvelle ère de coopération, de solidarité et de développement durable entre nos deux régions. Ce jumelage n'est pas simplement un acte administratif, comme je le disais, il est le reflet d'une vision claire de notre président, celle de rapprocher nos communautés, de favoriser les échanges dans les domaines économiques, culturels et sociaux, et de renforcer les liens fraternels qui nous unissent. Comme disait Nelson Mandela, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin,
aujourd'hui, Ali Sabih et Obok ont choisi d'aller plus loin ensemble. On était habitué à des partenariats entre les collectivités territoriales de deux pays différents, mais jamais un partenariat entre collectivités territoriales d'un même pays. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est le premier exemple de genre d'une coopération décentralisée entre des conseils régionaux djiboutiens. C'est un exemple à suivre et à dupliquer par les autres conseils régionaux et communes de villes de Djibouti, comme je le disais à Obok. C'est aussi une démonstration parfaite de la politique de la décentralisation nationale telle qu'elle est définie conformément aux orientations politiques du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. À travers cet accord, nos deux régions s'engagent à travailler main dans la main pour promouvoir un développement inclusif et équitable. Chaque région apportera ses atouts, son savoir-faire et son expérience au bénéfice mutuel. Les défis auxquels nous faisons face sont nombreux, mais ensemble, nous serons plus forts pour les relever. À la fin de cet événement, les chefs coutumiers de ces deux régions se sont retrouvés dans la maison locale des sages pour la promotion du dialogue et du rapprochement des habitants de Obokwa et d'Assadjo. Cette rencontre a eu lieu en présence du ministre délégué chargé de la décentralisation et de son collègue du ministère du Commerce, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsama Diri, du préfet d'Ali Sabié et celui d'Obok, Moussa Aden, les présidents du conseil régional des deux régions respectives, des députés, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Omar Ahmed Ouaïs, et le député Abdou Siki Diri. Les chefs coutumiers d'Obok ont remercié les autorités régionales et l'ensemble des Assadjoug et Beninjo pour leur accueil chaleureux et fraternel. Ces visites effectuées dans l'une comme dans l'autre région permettront de sceller un rapprochement fraternel et de bonne collaboration entre les populations de ces deux régions. Ensuite, c'est dans le cadre du mois de l'amnistie et de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres illicites, la police nationale de Djibouti a organisé une marche symbolique adressant un message de paix déterminé et solennel à l'ensemble des pays africains. Le reportage avec Samatar Saïd Yassine. Cadre du mois de l'amnistie et de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres illicites, la police nationale de Djibouti a organisé une marche symbolique adressant un message de paix déterminé et solennel à l'ensemble des pays africains. Cet événement s'inscrit dans l'initiative continentale de l'Union africaine, visant à atteindre l'objectif ambitieux, faire taire les armes d'ici 2030 et bâtir un futur sécurisé pour les générations à venir. Avant le départ de la marche, la délégation officielle, accompagnée des participants, a planté des arbres le long de la route de Nagad, marquant un geste à la fois symbolique et porteur de sens. Cette plantation incarne l'engagement de la République de Djibouti en faveur de la paix et du développement durable, affirmant que la paix, comme la nature, doit être continuellement nourrie et protégée pour s'épanouir. En plantant ces arbres, la délégation a non seulement embelli le parcours, mais aussi ancré le message que les racines de la paix doivent être solidement implantées dans la société djiboutienne et sur l'ensemble du continent. La marche a rassemblé un large éventail de participants, parmi lesquels figuraient la police nationale, les forces armées djiboutiennes, la garde républicaine, les gardes-côtes, ainsi que des représentants de la société civile et des étudiants. Tous étaient vêtus de t-shirts blancs et de casquettes brandissant des banderoles, arborant des messages de paix et d'unité, symbole de leur dévouement envers un avenir libéré de violence armée. En choisissant une tenue blanche, signe de pureté et d'innocence, les participants ont exprimé leur aspiration à un monde sans conflit, armé, uni dans la quête d'une sécurité collective. Le départ de la marche a eu lieu en face du camp Lémonier et le cortège s'est dirigé vers le champ de tir de la police nationale, ponctué par des slogans et des chants pour la paix. À travers cette marche, les participants ont voulu sensibiliser le public djiboutien et encourager une prise de conscience collective quant à l'importance de bâtir une Afrique pacifique et sécurisée. Arrivé au champ de tir, la délégation a assisté à un acte marquant et solennel, la destruction des armes légères obsolètes collectées dans le cadre de cette campagne.
Cet acte symbolique, témoignant du rejet de la violence et du renforcement de la sécurité publique, reflète la volonté de Djibouti d'éradiquer les menaces liées aux armes illicites. En détruisant ces armes, Djibouti s'unit aux autres nations africaines dans un engagement commun pour un continent où la paix et la stabilité remplacent les conflits armés et l'insécurité. Cet événement montre que la lutte contre les armes illicites est bien plus qu'une simple action ponctuelle. Elle représente un véritable pacte social et politique pour un avenir meilleur. En s'inscrivant dans l'initiative de l'Union africaine, Djibouti affirme sa position en faveur d'une Afrique prospère et unie, où les enfants grandissent sans peur, où les nations peuvent se développer en harmonie. On écoute un extrait de la réaction de la représentante de l'ONIDA, Mariam Kamara, et le secrétaire exécutif du RECSA. Bonnes impressions des activités qui ont été lancées ce matin. Nous avons commencé par une marche et puis nous avons eu des sketchs, des moments de sensibilisation en présence des plus hautes autorités des corps de défense et de sécurité du pays, que je salue d'ailleurs et que je remercie la présence. Les membres de la société civile afin de sensibiliser sur les questions de désarmement. Et comme vous l'avez si bien dit, le mois d'octobre est dédié à la lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre sur le continent africain. C'est une initiative qui a été lancée en 2017, un partenariat entre les Nations Unies, l'Union africaine et RECSA. À ce jour, nous comptons déjà 16 pays qui ont bénéficié de l'accompagnement de ces partenaires que j'ai cités précisément. Et donc, demain, nous allons assister au grand lancement avec une cérémonie officielle avec les plus hautes autorités de l'État. Et puis, les activités vont se dérouler tout le mois de novembre, tout le mois de décembre jusqu'à la fin de l'année. Et nous pensons que, bien sûr, ce sont des moments qu'il faut continuer au-delà de 2024 et pour toujours, pour promouvoir la paix, la sécurité, qui bien sûr vont favoriser un développement socio-économique du continent. Donc ma présence ici à Djibouti aujourd'hui se justifie dans le cadre du partenariat entre l'Union africaine et le centre régional qui a été créé effectivement par les États. Voilà, pour mettre en œuvre la politique de lutte contre la prolifération des armes sur le continent. Je me réjouis de l'appropriation nationale de cette volonté politique exprimée par les chefs d'État de l'Union africaine de réduire la circulation illicite des armes qui sont souvent les vecteurs de l'instabilité, de la violence armée et qui constituent un obstacle majeur au développement de l'Afrique. Donc nous, en tant que RECSA, nous sommes une organisation de mise en œuvre et nous apportons l'expertise technique nécessaire pour renforcer la capacité des États. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à Djibouti. Et j'en suis fier et je me réjouis de l'implication de toutes les parties prenantes à cette cérémonie. Nous avons vu la société civile qui est représentée, toutes les couches sociales sont représentées, les différents secteurs de forces de défense et de sécurité sont aussi présents. C'est quoi? C'est pour montrer que ce n'est pas une affaire réservée seulement à un groupe spécifique, mais c'est une affaire globale. Donc tous les citoyens doivent apporter leur contribution à la recherche de la stabilité. Le colonel Omar Hassan, le point focal national des armes légères, le directeur de la sécurité publique de la police nationale. On écoute ses propos. Et aujourd'hui, il y a eu une initiative conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine pour lancer les activités dans le cadre du mois de l'amnistie. La République de Djibouti a accepté de réaliser ces projets intitulés « Faire taire les armes en Afrique ». Donc aujourd'hui, c'est la première journée. C'est la première journée. Et cette journée, elle a commencé par une marche symbolique. C'est un acte de sensibilisation. Nous voulons montrer à la population
les effets néfastes de l'utilisation illicite des armes légères et des petits calibres. Donc nous avons effectué la marche et dans la foulée, nous avons procédé à la destruction d'armes à feu. Et ça aussi, c'est un acte de sensibilisation destiné à la population civile. Nous allons poursuivre notre programme. C'est prévu, c'est un programme normalement qui doit être étalé jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre. Donc dès qu'on termine les activités à Djibouti, dans la capitale, nous allons effectuer les mêmes actions dans les régions de l'intérieur. Donc nous allons nous rendre dans toutes les régions pour continuer les opérations de sensibilisation de la population et nous allons leur présenter aussi les dangers que constitue la prolifération illicite des armes. Après la destruction des armes légères obsolètes collectées au champ de tir, les officiels et les participants se sont dirigés vers le grand amphithéâtre de l'Académie de police de Nagat pour assister à une série de chants et de pièces de théâtre spécialement préparées pour cette occasion. Ce moment culturel visait à renforcer le message de paix et à sensibiliser davantage sur les conséquences néfastes de la prolifération des armes illicites. La troupe musicale de la police nationale a captivé l'audience en interprétant des chansons de sensibilisation en langue locale, créant une ambiance entraînante et chaleureuse dans la salle. Leurs performances musicales inspirées par des thèmes de paix, d'unité et de sécurité ont permis de toucher le public d'une manière émotionnelle, rappelant l'importance d'un engagement collectif pour un avenir sans violence. Autre actualité de ce soir, l'Agence nationale des personnes handicapées, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a inauguré aujourd'hui un atelier de formation de 2 jours. Le reportage avec ma collègue May. Nationale de personnes handicapées, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a inauguré hier un atelier de formation de 2 jours. Ce programme se concentre sur des thématiques essentielles telles que les violences basées sur le genre, la mutilation génitale féminine et leur lien avec la santé reproductive. L'événement s'est déroulé en présence du directeur général de l'AMPH, de Ali Saïd Mahmoud, et de la représentante du FINIAB, Mme Aïcha Ibrahim, et de plusieurs cadres de l'Agence nationale de personnes handicapées. Cet atelier a pour objectif de former les points focaux du réseau national de personnes handicapées afin de le préparer à leur rôle de relais communautaire et d'assurer un accès plus inclusif aux services sociaux de base pour les personnes en situation de handicap. En tant que relais communautaire, les participants de cette formation seront ainsi en mesure de sensibiliser, d'informer et de référencier les victimes en situation de handicap vers les structures spécialisées prises en charge. La formation s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action élaboré conjointement par l'AMPH, le FINIAB et les Nations Unies, visant à renforcer la capacité des organisations et des acteurs travaillant auprès de personnes handicapées. Cet engagement permet de garantir non seulement l'accès aux soins et aux services, mais aussi de soutenir le droit des personnes en situation de handicap à vivre dans un environnement sain, protégé et inclusif. En effet, ces partenariats entre l'AMPH et le FINIAB, étendus sur plusieurs années, continuent de promouvoir la résilience et le renforcement des capacités de personnes en situation de handicap. Grâce à ces initiatives, les acteurs communautaires seront désormais mieux outillés pour répondre aux besoins spécifiques de cette population souvent vulnérable. On écoute la représentante de FINIAB, Mme Aïcha Ibrahim. MPH avec laquelle nous avions eu quelques activités il y a quelques temps, mais bon, je crois qu'à travers cet atelier, nous sommes en train de redynamiser notre collaboration et surtout de collaborer sur des thématiques qui sont importantes parce que concernant surtout le rôle de la communauté et des relais communautaires pour la prévention d'un certain nombre de problèmes liés aux violences, liés aux problèmes de santé, surtout de la reproduction, et qui concernent notamment beaucoup de femmes et de jeunes à travers le pays. Et je crois que
les personnes à besoins spéciaux font partie des personnes les plus vulnérables qui peut-être ont plus de problèmes d'accès que les autres au service de lutte contre les violences ou des services de santé de la reproduction. Donc c'est un début, je crois, c'est un début, et collaborer avec le président des différents réseaux qui composent l'ANPH nous permettra plus tard à avoir accès à la population la plus vulnérable, comme je le disais tout à l'heure, les jeunes filles, les femmes, les jeunes. Et donc, pendant ces 2 jours, les collègues du FUNAP ici présentes, Mme Fatouma Al-Chiri, qui est un personnel de la santé, et Soufran, qui a beaucoup travaillé sur les thématiques des jeunes, seront là pour vous parler globalement de ces activités-là. Et après, je crois qu'à l'issue de cet atelier, nous pourrons mettre en place un plan d'action pour toucher le plus de population possible. Le directeur général de l'ANPH, M. Douali Saïd Mahmoud, a pour sa part rappelé l'importance cruciale de cette formation pour les relais communautaires. Il a insisté sur le rôle essentiel de ces relais dans la sensibilisation sur les droits des personnes handicapées, en mettant l'accent sur leur inclusion dans la société et l'accès équitable aux opportunités. M. Douali Saïd Mahmoud a également souligné l'importance de la lutte contre les violences basées sur le genre qui affectent particulièrement les personnes en situation de handicap et a encouragé les participants à renforcer leurs compétences pour devenir des acteurs du changement au sein de leur communauté. En réponse à l'appel lancé par le ministre de l'Intérieur par intérim, M. Kassim Haroun, la Direction générale de la protection civile a mis en place des équipes d'intervention pour le pompage des eaux dans certaines zones de la capitale très impactées par les inondations. Le reportage. En réponse à l'appel lancé par le ministre de l'Intérieur par intérim, M. Kassim Haroun Ali, la Direction générale de la protection civile a mis en place des équipes d'intervention pour le pompage des eaux dans certaines zones des villes très impactées par les inondations. La Direction nationale de la protection civile a mobilisé tous ces éléments pour venir en aide aux citoyens. Plus d'une dizaine de moteurs-pompes de moyenne et grande capacité sont en activité pour que ces eaux ne se transforment pas en boue et ramènent des maladies. La RTD, la radio-télévision de Djibouti, est allée à la rencontre des agents de la protection civile sur le terrain pour voir les opérations d'évacuation des eaux pluviales. Fait divers de ce journal, c'est dans la journée du 26 octobre 2024 à midi que le centre opérationnel de la gendarmerie alerte la brigade de la sécurité routière de PK12 qu'un accident de la circulation routière se produit au rond-point du carrefour de Doralé. Journée du 26 octobre 2024 à midi, le centre opérationnel de la gendarmerie a alerté la brigade de la sécurité routière de BK12 qu'un accident de circulation routière s'est produit au rond-point du carrefour de Doralé. Il s'agit en effet d'un camion remorque transportant un conteneur de 40 pieds venant du port STGT et se dirigeant vers la route nationale 1 qui percute violemment l'enclos du carrefour de Doralé suite à un problème de système de freinage. Immédiatement, le gendarme de la brigade de la sécurité se rend sur le lieu. Les enquêteurs assurent dans un premier temps la régulation du flux de trafic routier pour éviter l'embouteillage. Par la suite, l'équipe logistique de cette même unité a dépêché le bruit pour extraire la partie cabine du commande du camion coincé à l'intérieur du rond-point. Cette mission a pris fin jusqu'à la normalisation effective de circulation routière sur l'ensemble de l'axe routier de la bretelle de Doralé. Dans le cadre de cet incident, une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui et de dégradation des biens appartenant à l'État. En cette période d'intempérie, le commandement de la gendarmerie exhorte les usagers routiers à la vigilance et au respect du code de la route. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, le bilan grimpe à plus de 43 000 morts à Gaza selon le ministère palestinien de la Santé.
Le bilan grimpe à plus de 43 000 morts à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé. Ce chiffre comprend 96 morts arrivés dans des hôpitaux de Gaza ces 2 derniers jours, a précisé le ministère. Les troupes israéliennes ont lancé une opération dans le nord de la bande de Gaza, dans un raid sur un hôpital vendredi dernier. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a accusé Israël de détenir 44 membres du personnel hospitalier. Un autre établissement sanitaire qui prenait en charge environ 200 patients a également été gravement endommagé lors d'un raid. Dimanche, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a proposé une trêve de 2 jours à Gaza qui pourrait ouvrir la voie à un cessez-le-feu à long terme. L'interdiction par Israël de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, crée un toll. Antonio Guterres a vivement critiqué lundi les lois adoptées par le Knesset interdisant les opérations de l'UNRWA en Israël. Ces lois pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour les réfugiés palestiniens dans les territoires occupés, ce qui est inacceptable, a déclaré le secrétaire général de l'ONU. Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a réagi fermement à cette décision. Ce vote est sans précédent et crée un dangereux précédent. Il s'oppose à la charte de l'ONU et viole les obligations d'Israël selon le droit international. Le vote de la Knesset a provoqué lundi un tollé international. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a dénoncé une décision intolérable qui aura des conséquences dévastatrices. Elle contrevient aux obligations et aux responsabilités d'Israël, a-t-il ajouté, en soulignant que l'UNRWA est une bouée de sauvetage irremplaçable pour le peuple palestinien. Sport à présent, ce lundi soir, Rodri a été élu Ballon d'Or 2024 devant Vinicius et Jude Bellingham. Le Barça également, une soirée idéale pour le Barça. Hier soir, Rodri a été élu Ballon d'Or 2024 devant Vinicius et Jude Bellingham. Chez les femmes, Aitana Bonmati réalise le doublé. A noter que la 6e place de Kylian Mbappé au Ballon d'Or, tandis que la délégation madrilène a boycotté la cérémonie. Soirée magnifique pour les FC Barcelone. La cérémonie a débuté par le sacre de Lamine Yamal. FC Barcelone remporte le trophée Raymond Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur de la saison. Dans la foulée, le club catalan a été élu meilleur club féminin de la saison. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.